messieurs, bonjour et bienvenue sur Angle de vue. À la base, un remaniement en politique est fait pour réajuster ou imprimer une nouvelle dynamique à un régime, mais ce n'est visiblement pas le cas en Afrique du Sud, où c'est un véritable séisme qui secoue le Congrès national africain, ANC, au pouvoir depuis le limogeage de Pravin Gordhan, ex-ministre des Finances. L'onde de choc est si intense que même le vice-président du pays a pris position contre le renvoi de celui qui incarnait la lutte contre la corruption au sein du régime. Jacob Zuma, tel un phénix, aura encore survécu à cet énième tollé. Pour s'en convaincre, il suffit d'écouter Gwede Mantaché, le secrétaire général de l'ANC, qui a apporté son soutien au président pendant que des poids lourds comme la COSATU, la toute puissante confédération syndicale, demandaient sa tête. Quant au milieu financier, ils réagissent négativement au départ qui est assimilé à une erreur pour le régime de Jacob Zuma. Afrique du Sud, limogeage de Pravin Gordhan, réel risque pour l'économie sud-africaine. Bien au-delà de la crise politique, la question sera posée à nos débatteurs du jour. Ce sera donc notre débat unique sur votre émission qui s'occupe, vous le savez, de l'actualité sur le continent africain. Nos invités sont plus tardés. D'abord, Paulin Vissot, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste spécialiste du droit économique et coordonnateur régional du groupe de travail ouest-africain Média Économie. Merci d'être sur ce plateau. C'est moi. Face à vous, aujourd'hui, Aimé Tiefa, bonjour. Bonjour. Sociologue, vous êtes expert en stratégie de développement. Aimé Tiefa, bienvenue. Bonjour, merci. Alors, messieurs, on a vu le président sud-africain rappeler son ex-ministre des Finances, alors même que ce dernier allait en mission auprès des partenaires financiers. Aimé Tiefa, est-ce que ce remaniement est surprenant au vu des dossiers actuels? Pas du tout. C'est un remaniement que l'on redoutait et que l'on calculait depuis environ 3 mois. Le président l'a annoncé à maintes reprises, mais personne ne savait avec précision la date à laquelle ce remaniement devrait être intervenu. Donc finalement, c'est autour de 0 heure, le jeudi 31 mars, qu'il a fini par dévoiler sa nouvelle équipe. Et mieux, le départ de Pravin Gordhan, qui était déjà évoqué dans beaucoup d'assemblées, beaucoup de forats, et qui était tant redouté, finalement est intervenu. Donc, du point de vue opportunité de ce remaniement ministériel, du point de vue surprise, il n'y en avait aucune. On s'y attendait et puis c'est venu. Alors, pour les Vissot, pourquoi limoger un ministre des Finances dont personne ne remet en cause, je dirais, les compétences? C'est pour des raisons politiques, parce qu'il n'y a pas de doute que M. Gordhan a pu déjà démontrer son expertise dans la gestion des finances publiques. Je pense que c'est un zoomage de 2019 qui est en train de se dérouler, parce que vous savez très bien qu'en 2019, Zuma doit pouvoir quitter le pouvoir, et donc la bataille est lancée. Et les deux camps en cause se préparent. Et puisque pour le moment, Zuma a encore quelques marges de manœuvre, eh bien, il joue sur ses fléaux. C'est pourquoi c'est une humiliation ce qui s'est passé. Je pense que rien ne pressait. Gordhan était en mission en Grande-Bretagne pour faire la promotion du pays auprès des investisseurs. Donc apparemment, on aurait pu quand même lui permettre de rentrer chez lui avant que de prendre la décision. Mais fidèle à sa stratégie d'affaiblir ce Gordhan qui est devenu pratiquement un os dans sa gorge, après avoir tenté de le faire inculper par le parquet sud-africain en montant des faits de toutes pièces, et bien il a fini par prendre la décision qui, en tout cas, jusqu'en 2019, il est quand même là, et il a montré qu'il est là, malgré tout. Alors, Aimé Tiefa, c'est vrai qu'on a assisté à une passe d'armes entre le président Zuma et Pravin Gordhan. Est-ce que ce renvoi était inéluctable? Est-ce que ce n'est quand même pas justice qu'un chef qui a envie de diriger
dirige avec ses armes, ses moyens, et met pas, pourquoi pas, des loups tapis dans sa propre bergerie. C'est une certaine vue. Mais il y a une autre vue beaucoup plus importante. En fait, quelle est la mission de tout gouvernement? C'est de servir le peuple, c'est d'aller sur les chantiers de développement, les chantiers, je dirais, de résultats économiques pour le développement. Et de ce point de vue, le gouvernement Zuma a failli depuis qu'il a été mis en place. Vous savez bien qu'il y a plus de 1500 charges, dont 90% en lien avec des dossiers de corruption contre le président Zuma. Alors, l'antagonisme entre son ministre des Finances et lui ne se justifie pas le fait que les services qu'il demande, les sollicitations à l'endroit de ce ministre sont contre tout ce qui est test et réglementation légale. Le métier des finances est un métier solidement ancré dans l'orthodoxie financière. Les financiers sont des gens dont la formation est calée sur ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait et pourquoi ça ne doit pas être fait. Et ensuite, les risques que vous courez, aussi bien du point de vue moral que du point de vue pénal. Alors, de ce point de vue, le ministre Pravin Gordhan est perçu comme un monsieur très éthique, contrairement à ce que l'on sait des ministres des Finances, qui s'encoquinent naturellement avec les chefs d'État qui les ont nommés, qui les servent plutôt que de servir la République et la nation tout entière. Alors, il est resté un technicien rompu à la tâche qui a montré toute sa compétence et c'est, disons, le seul ministre véritablement crédible du gouvernement Zuma. C'est celui qui donne la caution nécessaire au gouvernement Zuma. Et vous avez vu, au lendemain de son limogeage, le rand sud-africain a été baissé ou dévalué d'1,3 systématiquement. Alors, cela montre que le monsieur a suffisamment de côtes auprès des partenaires techniques et financiers, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et le Canada, qui sont les partenaires les plus importants, les partenaires occidentaux les plus importants de l'Afrique du Sud. Alors, donc, c'est un monsieur dont il faut saluer la rigueur et l'orthodoxie financière, la technicité et ensuite l'éthique qui ne sont pas toujours retrouvés en politique. Alors, pour l'invisseur, aujourd'hui, on a l'impression, au regard des récents développements, que l'homme Pravin Gordhan est plus adulé que le président Jacob Zuma. Il a été notamment copieusement applaudi aux obsèques de Ahmed Kathrada, le compagnon de cellule de Nelson Mandela, décédé il y a de cela quelques jours. Pendant ce temps, le président Jacob Zuma a été interdit d'assister à ces obsèques-là, a été hué et tous les discours ont été des discours incendiaires, appelant même parfois à sa démission. Est-ce que ceci ne justifie pas cela aussi? Oui, mais M. Zuma, il devrait s'en prendre qu'à lui-même. Ses frasques et ses propensions à mettre la main dans la caisse nationale justifient ce discrédit redoutable aujourd'hui auquel il doit faire face. Parce qu'il faut rappeler que M. Gordhan a démarré la gestion avec M. Zuma. Il a été d'abord ministre, il avait occupé ce même poste de 2009 à 2014. Absolument. Quand il y a eu un incident, il y a eu des différends. Il est parti et on a dû le ramener. Après son départ, il a fait appel à un inconnu, mais tous les généraux, contre son gré, il a dû faire appel à M. Gordhan. Donc, il faut comprendre que au-delà de ce geste, de ces actions un peu on va dire très peu pertinente de M. Zuma, il y a une famille très puissante quand même derrière. La famille Gupta, qui sera une famille très très puissante, et qui en fait, on dirait, tient M. Zuma en otage. Parce que les décisions qui sont prises, j'entrevois que ces décisions ne sont pas véritablement en faveur de l'Afrique du Sud. Parce qu'il allait chercher son ancien ministre de l'Intérieur, chargé des questions de l'immigration, comme ministre des Finances, quelqu'un qui
il est royalement inconnu des milieux financiers, alors même que le pays connaît déjà une certaine faiblesse du point de vue économique. Les signaux sont pratiquement au rouge. Alors, prendre une telle décision, je ne suis pas sûr que ce soit véritablement les intérêts du pays qu'il veut préserver, mais plutôt des intérêts particuliers, personnels, d'une famille qui malheureusement est toute puissante. Mais c'est vrai que par le passé, M. Zuma a déjà fait l'objet de plusieurs tentatives d'institutions qui ont été infructueuses. Mais cette fois-ci, je crains que ça ne l'entraîne loin. Parce que, oui, l'ANC détient 249 députés sur le Kassan contre le Parlement. Mais avant, la dissension n'était pas aussi prononcée du camp, de son propre camp, je veux dire. Donc cette fois-ci, vous aurez l'opposition qui est très remontée, une bonne partie de ce propre camp également très remontée. Je pense que si sur les 240 députés qu'ils ont, il suffit simplement que ces camps d'environ revoient leur position pour qu'il y ait la majorité simple pour lui faire la fête. Donc je pense qu'il a intérêt à manœuvrer tout doucement. Sinon, avant 2019, je crains qu'on ne dise autre chose. Voilà. Alors, plusieurs appels à la démission se sont multipliés, mais Tchefa, y compris dans les rangs même de l'ANC. Aujourd'hui, le vice-président Cyril Ramaphosa a été jusqu'à dire ce renvoi de Pravin Gordhan est inacceptable. On a l'impression aujourd'hui que le problème est jusqu'au plus haut sommet de l'État, puisque la deuxième personnalité et de l'ANC et du gouvernement sud-africain dit c'est impossible, cela ne devrait pas se passer comme ça. Oui, ne perdez pas de vue la cible temporelle importante qu'est 2019. En fait, tout ce qui est observé aujourd'hui entre en droite ligne de la préparation de 2019, dans la mesure où à cette date fatidique, décembre 2019, il y aura le renouvellement des structures de l'ANC et en même temps la désignation du candidat qui portera l'étendard du parti pour le compte de l'élection du président de la République. Donc c'est déjà la passe d'âme. C'est un passe d'âme. Alors, de ce point de vue, les Sud-Africains sont sur l'échiquier. Enfin, du moins les grandes personnalités politiques. Et au sein de l'ANC, qui est au pouvoir depuis 1994, à travers Mandela, au sein de l'ANC, globalement, deux tendances se dégagent. La première, c'est Cyril Ramaphosa lui-même, en tant que premier vice-président du parti et en même temps de l'État, et dont le Premier ministre Pravin Gordhan est du côté. C'est-à-dire que ce sont ceux qui se présentent comme les réformistes, les éthiques, les hommes propres du parti et qui revendiquent de droit la succession de Zuma. Alors, l'autre tendance, c'est l'aile Zuma qui a à sa tête ou qui a pour candidat Nkosazana Dlamini Zuma, son épouse. Son ex-épouse. Bon, elle porte toujours le nom. Elle porte le nom. Et puis, pour la préparer à cette fonction, n'oubliez pas, elle a été plusieurs fois ministre de la Santé et tout. Elle a été envoyée à la tête de la Commission de l'Union africaine pour mieux préparer le terrain et le baliser. Et ensuite revenir à l'intérieur pour se préparer. Ce qu'elle est en train de faire, je ne vous apprends rien en vous disant qu'elle est coachée par 3 différents spécialistes de 3 différents domaines, puisqu'elle est médecin de formation, mais elle est coachée en économie, elle est coachée en développement personnel, elle est coachée en prise de la parole publique politique. Donc elle est bien entourée par tous les moyens débloqués par son mari. Mais dans le même temps, lorsque vous observez ce combat, il y a les autres cadres et les autres caciques du parti. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'au début, je ne vous ai pas bien entendu. Le secrétaire général est du côté de Cyril Ramaphosa, le secrétaire général du parti. Le parti allié, l'un des rares alliés aujourd'hui à l'ANC, c'est-à-dire le Parti communiste sud-africain, également se trouve du côté de Cyril Ramaphosa. Tous sont appelés Personne n'a appuyé ce que le président Zuma a fait. Et il faut préciser que celui qui vient de remplacer Pravin Gordhan n'a pas du tout la pointure pour chausser ses chaussures.
Il n'est pas du milieu, d'accord. Maloussi Guigaba n'est pas du milieu des finances. Il ne s'y connaît pas. Et pour un pays qui est en récession économique depuis 3 ans, pour un pays qui est en train de traverser, disons, l'enfer économique et qui n'arrive plus à offrir le minimum à son peuple, vous avez vu tout le temps les étudiants en grève parce que leurs bourses ont été suspendues et que les réformes entamées dans tel ou tel secteur, notamment dans le secteur de l'enseignement supérieur, font état de ce que les étudiants non seulement doivent perdre leur bourse, mais doivent maintenant hautement contribuer à payer les études, à financer les études. Ce qui, depuis 1994, n'était plus une réalité. Et c'est dommage que ce soit durant le mandat d'un président noir que cela arrive. Je voudrais préciser, pour finir sur cette note, que la famille Gupta, aussi bien que Pravin Gordhan, sont tous d'origine indienne et que pourtant il ne soutient pas les bévues économiques ou l'appétit trop exagéré de tout posséder, d'avoir suffisamment d'argent, de s'assurer l'avenir de plusieurs générations des Gupta. Donc tout cela va en leur note. Et je trouve qu'à moins d'une grave erreur, ils disposent de tous les atouts pour gagner. Alors, Paulin Bisson, aujourd'hui, qu'est-ce qui explique cet affaissement même de la confiance et des aptitudes à gouverner l'Afrique du Sud? On a vu le président Nelson Mandela avec l'aura et toute la dimension qu'il avait, gérer les affaires. On a compris que ses alliés avaient un gros appétit. On a vu Thabo Mbeki venir échouer aussi entre griffes puisqu'il a été congédié après un mandat. On a vu le président Jacob Zuma aujourd'hui et on voit en fait que la gouvernance en Afrique du Sud, c'est de mal en pis. Oui, on peut se dire, peut-être que Nelson Mandela n'a pas bien partagé sa philosophie, ou du moins il a fait que les gens n'ont pas voulu l'écouter. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un parti comme l'ANC, dirigé par un monument comme Mandela, soit en train de nous faire vivre ce spectacle. À un moment donné, on serait tenté d'être d'accord avec Axel Kabou dans cette interrogation provocatrice. L'Afrique du Sud refuse-t-elle le développement? Parce que manifestement, on est en train d'aller dans le gouffre avec cette décision. Mais je compte sur la sagacité, surtout des milieux financiers, pour quand même discipliner cet appétit qui vaut tout, sauf la sauvegarde des intérêts de l'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud, c'est quand même la première économie la plus industrialisée du continent. Alors que, après 2 mandats, on soit en train de blaguer, comme diraient les Ivoiriens, de cette manière-là, moi, je suis très inquiet. Il faut très rapidement que nous puissions, au niveau africain ou international, les pressions, disons des voies les plus autorisées, c'est là pour qu'on puisse quand même aller dans la droite ligne de la protection des intérêts du peuple sud-africain. Parce que vous avez vu la crise sociale qui a eu lieu récemment, où on a commencé par, disons, massacrer pratiquement un certain nombre de ressortissants africains. Alors que quelques années, toute l'Afrique a dû cotiser pour quand même aller en appui à l'Afrique du Sud. Donc, et c'est ce ministre vous appelez cette déclaration, cette grosse boue du ministre, l'actuel ministre des Finances, celui qu'on allait chercher, tirer de force pour faire un travail auquel il n'est pas préparé. Vous rappelez la façon calamiteuse avec laquelle il a géré cette crise. Alors c'est celui-là qu'on ramène dans le milieu financier, un milieu très technique, très pointu. Moi, je ne sais pas, est-ce que c'est le mal pratiquement commun à nos dirigeants sur le continent. Pour des intérêts égoïstes, personnels, on est prêt à sacrifier des générations, tout un pays. Je pense qu'il faut que la veille se poursuive. Et moi, je pense que je compte sur cette opposition et cette dissidence, parce qu'ils ne vont pas se laisser faire. Les tests sont très clairs quand même au niveau de l'ANC. Il est en train
d'aller chercher, d'aller emprunter son ex-épouse ou son épouse, on ne sait toujours pas quelle est la situation réelle. Et donc, moi, je ne suis pas sûr qu'elle puisse s'en sortir. Oui, le parcours y est, le travail est en train d'être fait, mais ça va être difficile. Vu que son mentor lui-même n'est pas propre. Et les Sud-Africains vont certainement transférer sur Mme Zuma cette animosité qu'ils ont aujourd'hui. Je crains qu'elle ne puisse en faire victime, quand bien même, personnellement, on n'a pas de reproche en tant que tel à le faire. Donc, je crois que la situation est assez préoccupante. Pour la première économie la plus industrialisée sur le continent, s'il y a des bêtises de ce genre, moi j'appelle ça bêtise, parce qu'on ne peut pas prendre des décisions qui vont à l'encontre du bon sens. Voilà. Donc, si ça continue, je crains qu'au niveau économique, nous ayons quelques soucis à nous faire sur le continent africain. Vous savez que les agences de notation se sont mêlées. C'est des institutions que moi, je prends toujours avec beaucoup de pincettes. Quand elles décident de faire un travail sérieux, elles le font. Mais quand elles décident de vous nuire aussi, elles savent également le faire. Dans tous les cas, les faits créditent les informations qui ont été publiées par ces agences de notation. Donc, je pense qu'il faut que les gens se prennent très rapidement au sérieux. Alors, au niveau de l'opposition, la DA de Mossi Maïman va introduire une motion de défiance encore. C'est prévu pour le 18 avril prochain et a appelé à des soutiens au sein même de l'ANC, à des élus. Et quelle suite voyez-vous à cette motion de défiance, puisque, on le sait, le secrétaire général de l'ANC s'est rétracté et a apporté son soutien au président Jacob Zuma et a d'ailleurs dit qu'aucun élu de l'ANC n'irait soutenir une motion de l'opposition. Je voudrais vous compléter en disant que Julius Malema aussi et sa suite vont renforcer cette motion de destitution. Mais je crois que pour ce coup-là, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que les dissensions au sein de l'ANC ne sont pas encore profondes au point où l'on observe tout de suite un éclatement du parti. Parce que quand vous connaissez bien l'histoire de ce parti politique, vous comprendrez que en fait, c'est toute la vie de Nelson Mandela, c'est toute la vie de la communauté noire sud-africaine, c'est une bonne partie de l'apartheid sud-africain. Et que rien qu'à évoquer le nom de ce parti politique, ça rappelle l'intégralité de l'histoire de ce pays. Et quelle est en fait l'histoire de ce pays? C'est une histoire de racisme, des Hollandais, des Boers hollandais qui ont quitté chez eux et qui sont venus s'installer chez les Africains sur le sol pour les piller de tout, pour les posséder, non seulement pour les esclavagiser, mais pour les transformer en sous-hommes. L'ANC a toujours réussi à utiliser cet auvent ou ce paravent pour pouvoir faire de bons politiques. Quoique maintenant, ce qui est important et qui est en train de leur être reproché, c'est le fait de s'amuser avec l'héritage de Nelson Mandela. Nelson Mandela en Afrique du Sud, comme au Ghana, Nkrumah, c'est le Zafogui, c'est-à-dire le leader, le guide éclaireur, celui qu'on doit suivre. Et l'ensemble de leur philosophie et de leurs enseignements, surtout Nelson Mandela, c'est de se détacher du bien matériel pour ne servir que la République. Faire seulement le service et que ce que l'on pourrait avoir en tant qu'homme politique comme récompense, c'est la reconnaissance du peuple. Nelson Mandela est l'homme le plus aimé de la planète. Ça peut peut-être vous étonner qu'un noir soit l'homme le plus aimé, le plus admiré, le plus cité et le plus en vue de la planète. Et quand bien même il ne soit plus en vie, c'est toujours une réalité. Alors, lorsqu'on a des modèles aussi inébranlables, on ne peut que s'inscrire dans leur dynamique. On n'a plus besoin de preuves pour être convaincu. Ben, vous savez, l'arène politique a ses réalités et que les personnalités politiques, plus elles souffrent avant d'accéder au pouvoir, plus elles disposent de toutes les manies pour pouvoir faire de la compensation. C'est-à-dire, tout ce que j'avais perdu, je récupère maintenant et plus. Exemple, Abdoulaye Wade. Exemple, le président, toujours en Afrique du Sud, c'est l'ancien nom qui me vient à l'esprit, Rhodésie. D'accord? Alors, quand vous prenez ces exemples-là, vous allez comprendre les exactions et les exagérations que ces pays-là, ces chefs d'État
déploie et c'est un grand dommage. Pas seulement pour l'Afrique, mais pour le développement et pour la promotion des vertus et de beaucoup de valeurs humaines. Alors, oui. Oui, au départ, je voulais prendre le contre-pied de ce qu'il disait, mais heureusement, sa chute me renforce dans la position. Parce qu'aujourd'hui, en fait, au niveau de l'ANC, tout le monde est constant pour reconnaître que le parti ne devrait pas voler en éclats. Ça, il n'y a pas de débat autour. Mais le danger, c'est qu'ils se disent aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui est en train de salir l'héritage politique et historique de l'ANC. Donc, ils veulent simplement s'entendre pour le déloger, pour le nettoyer en réalité. Donc, moi je dis, aujourd'hui l'ANC a 249 députés à l'Assemblée sur les 400. Il suffit simplement que l'opposition, avec la petite partie, petite partie visible, parce qu'au-delà des acteurs qui portent la fronde au niveau de l'ANC, il y a d'autres acteurs derrière. Donc, leur envie aujourd'hui, c'est comment faire pour faire respecter cette mémoire de Nelson Mandela. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un parti dont le géniteur, quand même, un certain Nelson Mandela, que quelqu'un vienne aujourd'hui prendre radicalement le contre-pied, n'est-ce pas, de toutes les valeurs qui sont prônées par ce parti, qui ont été prônées par ce parti. Donc moi, je crains que M. Zuma ne soit inquiété avant son terme. Et ça ne va pas être l'expression d'une cassure du parti, mais d'une manière de se débarrasser, de faire, il y a un terme médical qui m'échappe là, en tout cas d'aseptiser, d'aseptiser, n'est-ce pas, les plaies causées par M. Zuma. Donc, je pense que peut-être les prochains jours vont nous édifier, mais c'est quand même important qu'il faut rétablir l'honneur, l'image et comment dire, l'histoire de ce parti que quelqu'un est en train de piétiner. Mais quand Gwede Mantaché, le secrétaire général, fait une communication et dit « Personne à l'intérieur du parti n'ira voter contre le président à une motion de défiance », c'est quand même pour conforter Jacob Zuma. Et c'est aussi, quoi qu'on dise, pour le légitimer, en quelque sorte. Je ne suis pas très sûr. Qu'on le veuille ou non, M. Zuma est encore au pouvoir. Et celui qui est au pouvoir, même si vous avez des griefs contre lui, il faut toujours aller doucement avec lui. Sinon, il n'a rien à craindre aujourd'hui. Parce que si à un moment donné, il a oublié qu'il était chef d'État et qu'il ne devrait pas mettre la main dans la mamie nationale, mais il l'a fait de façon aussi grossière. Il n'a plus rien à perdre aujourd'hui. Donc, peut-être moi, je vois cette déclaration plutôt comme une manière de lui passer la pommade pour que finalement, on ne sache pas d'où est parti finalement le coup. Donc, je ne suis pas très sûr que ce soit une déclaration dont le secrétaire général en soit véritablement convaincu. Je pense qu'ils sont en train de le caresser pour que le verdict tombe, parce que manifestement, je ne suis pas très sûr que ce soit une manière de l'encourager. Parce que ce qu'il fait là, c'est à l'antipode des valeurs du parti. Alors, si vous voulez que le parti survive, je pense qu'il faut mettre fin à toute situation, toute action de nature, à souiller le parti. Oui. Si vous connaissez un peu la constitution sud-africaine, eux, ils n'ont pas ce problème. À tout moment, on peut vous déposer. Vous avez vu comment le prédécesseur de Zuma, vous avez vu comment il a été déposé. Non, je ne crois pas qu'ils sont dans la logique de passer de pommade à Zuma. Je ne crois pas. Ça dit, et puis Zuma, il a beaucoup de choses à perdre. Lui, il est en train de calculer 2019 dans son esprit. Si on le déloge avant 2019, il a perdu quelque chose. Surtout quelqu'un qui est habitué à vivre aux frais de l'État. En fait, le réel problème, il l'avait dit, il avait bien dit, M. Vissol l'avait bien dit. Il ne faut pas, en voulant raser Zuma, qu'il rase l'ANC. Si jamais l'ANC est rasée, en fait, il n'y avait pas la communauté noire. Entendez pas communauté noire en Afrique du Sud, les Noirs comme vous et moi, les Métis et la communauté indienne, c'est ça qui fait la communauté noire. La communauté noire n'avait jamais eu deux partis en Afrique du Sud. C'est après Mandela que les vertus ont été relevées au calendrier grec, que les dissensions ont commencé pour qu'on en soit à 6-7 aujourd'hui. Dont l'EFF et même la DA qui aujourd'hui a un leader noir à sa tête. On est à 7 partis noirs aujourd'hui. Et quand ça va continuer,
et que ce processus va continuer, les Noirs vont perdre le pouvoir. Et s'ils perdent le pouvoir, on va retourner à la situation d'apartheid. Sauf que ce sera l'apartheid de nouvelle génération. On ne pourra plus violer, on ne pourra plus tuer, on ne pourra plus faire des massacres au vu au su de tout le monde, mais il y aura massacre intellectuel. Il y aura massacre économique et financier. Alors, de ce point de vue, les dirigeants noirs en sont très conscients. Leur problème, c'est d'extirper, de prendre seulement Zuma de ce grand ensemble sans détériorer l'ensemble. Alors, si la contrepartie à payer, c'est de le laisser au pouvoir jusqu'en 2019, d'accord, pour qu'il finisse son mandat, pour qu'eux ils puissent réussir leur coup, à savoir sauvegarder l'intégrité et la dignité noire, ça ne leur coûte rien, ça. Et ils en sont conscients. Mais si l'objectif, c'est de le raser ici et maintenant, sans rien respecter, parce que si vous voulez raser un bâtiment et que vous avez encore besoin du sol ou de quelques fragments, quelques morceaux de briques à l'intérieur, vous allez avec circonspection. Vous prenez beaucoup de précautions. Et je crois que c'est de ça qu'il s'agit ici, quoi. Sinon, à tout moment, il peut être éjecté. Hein. Alors, messieurs, est-ce que cette passe d'armes entre les deux camps aujourd'hui ne favorise pas quand même le camp Jacob Zuma, qui a quand même été renforcé par les propos du secrétaire général du parti, et donc c'est quand même camouflé en griffe pour Cyril Ramaphosa, et la COSATU, qui, faut le rappeler, a dit clairement qu'ils appelaient à la démission du président Zuma, puisqu'on sait que la COSATU avait déjà pris fait et cause pour le vice-président Cyril Ramaphosa pour les perspectives de 2019 toujours. Est-ce qu'aujourd'hui, Ramaphosa ne se retrouve pas un peu fragilisé suite au limogeage de Pravin Gordhan? Non, vous voyez les choses comme ceci. Vous savez, si Zuma, en fait, bon, pour épouser une partie très pertinente de l'analyse de M. Vissot, en fait, quand quelqu'un est au pouvoir et vous lui mettez suffisamment de pression, vous le traitez de tout, et qu'il voit qu'il n'a plus rien à perdre, puisqu'en fait, c'est celui qui est au pouvoir qui a tout à gagner. Mais si vous vous comportez de sorte qu'il trouve qu'il n'a plus rien à perdre, alors il est capable de commettre des bévues qui peuvent embraser le pays. Et quelle bévue lui peut commettre? Il peut, avec la petite portion congrue dont il dispose au sein de l'ANC, puisque n'oubliez pas, il a fait la prison, il était avec Mandela, il a été de tous les combats. 10 ans il connaît les choses, il connaît les choses. Et quand vous dites en Afrique du Sud que vous avez fait la prison, attention, vous êtes considéré comme un héros de guerre. Alors la petite frange, la petite portion dont il disposerait, il peut aller négocier avec la communauté blanche. Ah oui. Alors, ça dit, ce sont des extrêmes auxquels il ne faut pas arriver. D'accord? Lui, aujourd'hui, si on l'accule au point où il ne peut plus souffler, il serait même capable de négocier avec le diable juste pour nuire les autres. Ben, ce ne serait pas les Cyril Ramaphosa, les Wede Matouché qui seraient nuits, mais ce serait toute la communauté noire. En tant que noir, est-ce que vous accepterez qu'en Afrique du Sud, qu'un blanc soit votre chef d'État et que ce blanc-là, par le passé, ses ancêtres vous ont maltraité, massacré? Il ne s'agit pas seulement de posséder la nationalité sud-africaine, parce que tous les blancs qui possèdent la nationalité sud-africaine possèdent également la nationalité hollandaise. C'est ça la réalité, je n'invente rien, vous le savez bien. Alors, les Noirs disent qu'eux, ils n'ont que ce pays-là, ils n'ont que cette nationalité-là. Eux, ils n'ont pas la nationalité hollandaise. Alors, vous savez très bien qu'en politique, la minorité peut gagner et devenir majorité, vous le savez très bien, tout en étant minoritaire. La communauté indienne en Afrique du Sud, c'est à peine 18%. À cela, ajouter les autres communautés, c'est important. La communauté blanche fait moins de 10%, mais dispose de tous les atouts. Juste là, elle est en veilleuse et elle est en train de fouiner à la recherche de stratégies pour éviter la moindre erreur pour se hisser. Alors, il faut tenir compte, je vous ai dit, nous sommes sur un échiquier ou sur un damier. Avant de déplacer un pignon, il faut bien réfléchir aux résultats que cela pourrait donner par le système d'imbrication et d'embranchement. Quand vous prenez tous ces éléments, ils ont intérêt, quelque part, à aduler Zuma, pas parce qu'on l'aime pour le garder au pouvoir, mais pour ne pas perdre l'héritage de Mandela et surtout l'avenir
de la race noire. Je suis souvent gêné de parler de race, mais dans le cas d'espèce, je suis tenu d'en parler pour que mon analyse soit mieux perceptible. Alors, pour le Vissot, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est aussi pas un échange entre deux philosophies au sein même de l'ANC, une partie qui demande carrément à ce qu'on arrache les terres aux fermiers blancs et qu'on les offre à des noirs. Il y a, je veux parler de l'EFF de Julius Malema, qui a d'ailleurs été condamné par la justice à ne plus prononcer cette phrase-là. Julius Malema a l'habitude de dire que si vous avez envie d'une terre, eh bien, montez dessus, prenez-la, parce que c'est votre terre. Alors qu'aujourd'hui, on sait que l'économie repose aussi sur le mode de fonctionnement d'administration de ces terres-là, qui sont quand même toujours détenues par des Blancs en Afrique du Sud. Et Jacob Zuma serait proche de cette philosophie-là. Mais de l'autre camp, il y a les réformistes, Pravin Gordhan et le vice-président Cyril Ramaphosa, qui sont en train de prôner la gestion efficiente, saine, nickel, et de promouvoir réellement, je dirais, comment rendre les choses beaucoup plus européennes peut-être. Est-ce que ce n'est pas aussi ces clivages-là qui sont en train de s'exacerber aujourd'hui? En fait, il y a une certaine pertinence, il y a une certaine cohérence entre la position de Zuma par rapport au parti. Mais si les gens en arrivent à ne plus le prendre au sérieux, c'est parce que lui-même, il s'est discrédité. À partir du moment où vous-même qui parlez qui parlez de réforme, vous avez montré suffisamment vos limites, n'est-ce pas? Vous n'avez pas été sérieux. Même si vous tenez un bon discours cohérent, bon discours, on ne vous prendra plus au sérieux. C'est tout. Sinon, que Zuma dise les terres sud-africaines sont notre propriété, en fait, il a toujours en arrière-plan l'histoire, n'est-ce pas? Et donc, il y a une certaine cohérence entre ce qu'il réclame et ce qui s'est passé. Mais personne ne le prendra au sérieux parce que celui qui porte le discours, il n'est plus crédible aujourd'hui. Donc c'est tout les débats. Mais moi, je pense qu'il faut trouver le juste milieu. Il ne faut pas qu'on en arrive à la situation du Zimbabwe. Oui, il a Robert Mugabe en son temps, de façon vraiment spectaculaire, arraché des terres. Mais quel est le bilan aujourd'hui? Est-ce que ces Noirs sont préparés pour poursuivre la gestion? Parce que si, je ne sais pas, je n'ai pas des statistiques sous la main, mais je m'interroge. Je pense qu'il faut être réaliste. Le monde sera pendant encore longtemps dominé par le capitalisme. Maintenant, il faut œuvrer à ce que ce soit un capitalisme socialisé. Où, oui, l'argent doit pouvoir intervenir, mais il faut que la croissance économique ne soit plus le seul élément d'analyse, disons, de la richesse ou de la pauvreté d'un pays. Il faut faire, parce que vous pouvez avoir un pays qui a une croissance économique très forte, très élevée, cependant que vous avez une grande partie de la population qui se trouve dans le dénuement. Il faut que l'homme grand âge soit au centre des réflexions. Si on ne fait pas ça et qu'on veut être radical en disant ce sont nos terres, ce sont des étrangers, il faut retirer tout. Je crains qu'on en arrive à la situation du Zimbabwe. Et même s'il y a des retraits à faire, je crois qu'il faut suffisamment mûrir la question et préparer ceux qui doivent assurer la relève. Alors, pour l'investisseur, ce remaniement a également eu un impact économique, on le sait. Il y a l'agence Standard Poor's qui a dégradé la note sud-africaine à BB+, dans les catégories spéculatives, et le rand a perdu plus de 7% face au dollar en une semaine. Qu'est-ce à dire concrètement? Et puis, quel risque encourt aujourd'hui l'Afrique du Sud sur le plan économique? Oui, je l'ai dit tantôt, moi je suis panafricaniste et j'observe très bien la géopolitique économique mondiale. Ce sont des agences qui font le travail, je ne mets pas en cause leur crédibilité. Mais je me dis, il y a quand même des faits qui pourraient justifier ça. Donc je suppose que ce sont des analyses qui ont été faites sur la base de certaines choses. Mais si la situation ne change pas, parce que qu'on le veuille ou non,
Gordon, oui, c'est un fin technicien, mais il a pris le temps de bâtir son réseau relationnel aussi sur le plan international. Donc, ça peut être aussi une manière de mettre la pression sur le régime. Je ne dis pas, je ne l'affirme pas, parce que nous sommes dans un monde où ceux qui se sont autoproclamés ou ceux qu'on a considérés comme communauté internationale trouvent tous les moyens pour faire du grossissement, n'est-ce pas, de tout événement sur le continent africain. C'est jamais une chose heureuse que les pays développés remarquent qu'en Afrique, nous avons une certaine performance. Parce que s'il y a cette performance, nous risquons d'aller, nous serons tentés d'aller discuter des décisions avec eux sur le plan international. Donc, une petite situation, on peut mettre tous les moyens, la communication, les médias autour pour faire du grossissement. Mais effectivement, il y a des éléments, il y a des décisions qui pourraient être en mesure de confirmer cette position des agences dont vous parlez tout à l'heure. Alors, M. Tchefa, votre avis sur les risques qu'encourt l'Afrique du Sud sur le plan économique? Le président Zuma, en mettant en place ce nouveau gouvernement, avec 10 nouveaux ministres, 10 nouveaux vice-ministres ou ministres délégués, leur a signé la mission de mettre en œuvre une politique économique qui soit rapide, dont l'impact serait perçu surtout par les couches les plus défavorisées. Et pendant ce temps, il confie les finances publiques du pays, l'économie du pays, à quelqu'un qui n'est pas formé pour faire le job. Je suis sérieux en le disant. De ce point de vue, vous pouvez déjà mesurer l'économie. En fait, les défis les plus importants à l'Afrique, qui se présentent aujourd'hui à l'Afrique du Sud, sont des défis socio-économiques. Ce sont des défis qui doivent en fait permettre au pays de relever son économie. C'est le pays le plus industrialisé de l'Afrique, ça c'est vrai. C'est un pays qui a souvent été invité à siéger au G7 ou au G20 en tant qu'observateur pour voir comment ça se fait. C'est un privilège. Il ne faut pas perdre de vue tout cela. Et lorsqu'on a des défis aussi importants à arpenter, lorsqu'on a des résultats aussi importants à obtenir et lorsqu'on a des objectifs aussi nobles et aussi lourds à atteindre, on ne saurait guère passer le temps à s'amuser. Dommage que je n'ai pas eu le temps de faire le lien ou la relation entre terre et développement. Allez-y rapidement. La terre, c'est le premier moteur du développement. Si vous connaissez très bien l'histoire des pays occidentaux, où nous avons différentes sortes de classes sociales, le tiers-état, le clergé, et puis la bourgeoisie est propriétaire de terre. On parle des seigneurs de terre. Ce sont eux qui disposent de leur terre. Et puis, les prolétaires viennent vendre seulement leur force de travail. Vous allez travailler la terre toute votre vie, mais vous ne pouvez pas la faire partie. Et quelqu'un sort un papier et vous dit que c'est sa terre. Alors, la réalité est que lorsque vous êtes dans un pays qui n'est pas le vôtre, réellement en toute honnêteté, est-ce que vous pouvez être propriétaire d'une terre? C'est de ça qu'il s'agit réellement. La terre, en fait, ne s'achète pas. Puisqu'une terre que vous êtes venu voir, ben, les gens forcément l'ont entretenue. Ceux qui sont originaires de là, de par le droit de sang, qu'est-ce qu'ils vous diront par rapport à cette terre? Alors, donc, lorsque vous entrez en agroéconomie du développement, en agro-sociologie du développement, vous comprendrez que la terre est un intrant important qu'on ne néglige pas dans le processus du développement. Il a également utilisé une expression que j'ai beaucoup aimée, une expression chère à la sociologie des organisations, réseau relationnel. Lorsque vous lisez Coppel, vous comprendrez qu'avec les réseaux relationnels, vous pouvez soulever le monde. Je ne dis pas que c'est ça pour Pravin Gordhan, mais je m'interroge, c'est aussi simple que ça. M. Tchefa, merci. Je rappelle que vous êtes sociologue, expert en stratégie de développement. Face à vous aujourd'hui était Paulin Vissot, juriste, spécialiste du droit économique, coordonnateur régional du groupe de travail ouest africain, médias, économie. Ce sera tout pour ce débat. Merci de nous avoir suivis.